Bonjour à tous et très bonne année. Merci d'être venus malgré les difficultés de transport à nouveau. Donc aujourd'hui, nous allons parler de carte globale d'intensité. Et pour bien montrer pourquoi c'est une autre technique nouvelle par rapport au survey de galaxies dont on a parlé, qui regarde les galaxies une par une. Et donc, pourquoi en a-t-on besoin? Eh bien, j'ai pris un petit peu cette fable de La Fontaine. La tortue, ce serait d'avoir un survey où on regarde les galaxies une par une, et on a vu que ça prenait du temps. On a vu même que le Sloan apprend très efficace, mais ça prend des années et on ne cartographie pas tout le ciel. Si on veut être très profond, le Hubble va très loin, mais n'a cartographié en 10-20 ans que quelques degrés carrés. Donc si on veut avoir une idée des grandes structures, de la taille par exemple, dans la réionisation, on avait vu que les bulles ionisées autour des quasars, des galaxies, la sphère de Strömgren était très grande, 1 mégaparsec. Donc si on veut avoir ces grandes structures, on a envie d'aller beaucoup plus vite et cartographier des grandes parties du ciel relativement rapidement. Donc l'idée, c'est, avec cette technique, c'est d'avoir une carte avec des gros pixels dans lequel on a beaucoup de galaxies en même temps, et on a en quelque sorte un fond, une moyenne de toutes les galaxies qui sont dans le pixel. Donc ça va plus vite, on ne voit pas chaque galaxie une par une, mais on peut en avoir des idées statistiques sur toute la répartition des galaxies, la taille des bulles ionisées, par exemple pour le H1, mais par exemple pour la quantité d'hydrogène moléculaire qui forme des étoiles dans l'univers. On sait qu'en fonction du redshift, on a une courbe de Maddow dont on a parlé souvent, de formation d'étoiles qui piquent au milieu de l'âge de l'univers. On aimerait savoir si les nuages moléculaires aussi, qui sont le berceau de la formation d'étoiles, le font. Et alors, vous voyez que dans les surveys une galaxie une par une, on a d'énormes barres d'erreur. On voudrait savoir si, en regardant toutes les galaxies d'un coup, sans les individualiser, est-ce que ça va beaucoup plus vite et on peut avoir une idée de cette répartition beaucoup plus rapidement. Donc on va voir un peu l'avantage des deux techniques. En fait, elles sont complémentaires, il nous faut les deux, parce que dans l'une, on a la propriété des galaxies, l'autre, leur statistique à grande échelle. Mais on va voir que si on va plus vite, le lièvre va plus vite, mais de temps en temps, il est obligé de s'arrêter peut-être pour regarder la soustraction des avant-plans. C'est ça qui va être la difficulté. Alors, un petit peu d'historique. Est-ce qu'on fait ça depuis très longtemps? En fait, les cartes d'intensité de Ray sont assez récentes, mais on peut peut-être reprendre ce qui a été fait dans le continuum. Par exemple, en radioastronomie, depuis évidemment un des fonds que l'on a étudié en détail avec les satellites COBE, WMAP et Planck, c'était le fond cosmologique qui a été découvert par hasard. Mais juste après-guerre, on faisait beaucoup d'observations radio, vu que les radars avaient permis des observations radioastronomiques à basse fréquence. Et on s'est aperçu que les principales sources étaient des sources synchrotrons. Synchrotrons, comme vous le savez, c'est le rayonnement des électrons relativistes dans un champ magnétique assez fort. Et ces rayonnements synchrotrons a la caractéristique d'avoir une loi de puissance en fonction de la fréquence. Donc si on regarde le flux d'une source synchrotron en fonction de sa fréquence, en log-log, comme c'est une loi de puissance en U-1 en gros, on va avoir une droite. Alors évidemment, cette droite ne va pas aller jusqu'au ciel, il va s'arrêter à un moment donné où l'émission est tellement forte qu'elle va s'auto-absorber, les électrons de devant absorber l'émission synchrotron de derrière, donc on va avoir une auto-absorption, une self-absorption, et on va avoir ce qu'on appelle un retournement. Alors même ce retournement, si vous regardez une source typique qui a cette forme-là d'un rayonnement synchrotron, on voit que si on regarde des sources à plus grand redshift, même si ce n'est pas une raie, on va pouvoir penser que toute cette forme-là va se décaler à plus basse fréquence si on est à grand redshift. Donc déjà, quand on regardait tout le fond continu dans cette basse fréquence, vous voyez, en fait, ce sont les barres d'erreur ici, les points et les barres d'erreur, que le retournement n'allait pas très très loin. Donc on peut déjà avoir une petite idée que ce qui dominait, c'était les sources qui n'étaient pas à très très grand redshift. En fait, il fallait déjà soustraire la Voie lactée. La Voie lactée est une puissante source de synchrotrons. Les supernovae, qui sont les traceurs de formation d'étoiles jeunes, les étoiles OB qui éclatent en supernovae, ont des émissions synchrotrons. Donc ça, il faut déjà soustraire ceci. Donc le fond est dû à des sources, mais à faible Z modéré, vous pouvez déjà le savoir. Évidemment, dans le fond micro-ondes, on connaît beaucoup mieux
ce front. On sait qu'il domine complètement quand on regarde l'intensité nu, in-nu, donc vraiment l'intensité, l'énergie rayonnée par tous ces fonds. Le fond cosmologique, donc découvert par Penzias et Wilson par hasard avec ce cornet, il domine complètement les fonds, par exemple, infrarouges, c'est Cosmic Infrared Background ici, et Cosmic Optical Background. Ici, le chiffre, c'est proportionnel à l'intensité, donc vous voyez presque 1000. Ici, on a 2% de flux infrarouge et optique, donc c'est vraiment le fond micro-ondes qui domine, et le flux infrarouge et optique est dû aux étoiles. Infrarouge, c'est les jeunes étoiles qui illuminent la poussière. La poussière chauffée par ces jeunes étoiles rayonne en infrarouge, et puis de plus en plus décalée vers le rouge à grand redshift. Alors, ce fond radio, si on regarde bien, on le connaît assez mal. Et on s'en est aperçu, d'ailleurs, les recherches ont été stimulées récemment par la découverte de Hedge en 2018. On en a déjà parlé dans cette série de conférences, puisqu'il a été prétendu avoir détecté une absorption d'hydrogène à 21 cm à très grand redshift qui pourrait être due à cette réionisation. Et la profondeur de l'absorption était beaucoup plus grande que ce qui était attendu. Donc, soit le gaz était beaucoup plus froid, et donc certains ont imaginé des interactions avec la matière noire froide qui refroidissait le gaz, ou alors il y avait beaucoup plus de flux radio, et donc c'est pourquoi la profondeur était plus grande. Donc, l'idée d'aller voir est-ce que vraiment on a une évidence dans ces fonds radio d'un fond beaucoup plus grand. Alors, ce fond, on peut le mettre en température, si vous voulez. La température du CMB, c'est 3K. La relation de température et flux fait intervenir la fréquence au carré. Donc on a une température qui va croître en fonction de la fréquence avec une puissance 2,6. Si je le transforme en flux, ça va être 0,6. Donc c'est typiquement la pente synchrotron. Donc on sait que tout ce qui domine derrière ce flux radio le continuum, c'est le synchrotron. Donc ça, ce qui n'est pas étonnant. Alors, vous voyez une carte de tout le ciel faite avec une antenne unique de Westberg dans les années 80, où on voit dans les coordonnées galactiques, donc on voit bien que la Voie lactée rayonne intensément. On voit aussi ces bulles qui ont été détectées récemment avec MIRCAT avec beaucoup de précision, qui sont dues soit à une bulle de formation d'étoiles, un sursaut de formation d'étoiles au centre, ou bien le noyau actif. Le noyau de notre propre galaxie n'est pas actif en ce moment. Il y a un trou noir de 4 millions de masses solaires, mais il est en train d'être très très calme en ce moment, mais peut-être dans le passé, il avait fait cette bulle. Et donc si on veut avoir le fond en dehors de la Voie lactée, sans les avant-plans, il faut aller regarder au pôle, et là où il n'y a pas trop de Voie lactée. Et on s'est aperçu que le fond radio obtenu ici était 5 fois plus fort que tout ce qu'on s'attendait à voir lorsqu'on extrapole un modèle de toutes les sources radio, les AGN et tout ce qu'on pense être dans extragalactique qui était attendu. Alors pourquoi? Alors c'est très difficile d'avoir un fond. Quand on regarde les radiosources, on regarde ça avec un interféromètre, par exemple le VLA ou d'autres interféromètres, et à ce moment-là, l'interféromètre filtre les basses fréquences. On ne voit, c'est très adapté à voir les sources une par une et beaucoup de résolution spatiale, mais le fond n'est pas vu. Alors il faut des antennes uniques, mais même l'antenne unique doit faire des comparaisons entre le fond et les sources, et le niveau 0 est assez difficile à atteindre. Il a été atteint par les ballons, par exemple Arcade 2, qui avait justement comme prétention d'avoir un bon niveau 0. Et c'est en effet là qu'on a vu, alors vous voyez un peu les fonds, le fond radio ici, le synchrotron est ici, c'est très petit par rapport au fond, aux autres fonds connus, le CMB, l'optique infrarouge dont on a déjà parlé. Et vous voyez que pour soustraire l'avant-plan qui était la Voie lactée, là c'est la carte en radio, on voit qu'il est très corrélé avec la carte en C+. C+, est un traceur de formation d'étoiles. Donc comme ici on a beaucoup de supernovae, de formation d'étoiles, évidemment les deux sont reliés, donc on peut s'en servir pour essayer de filtrer les avant-plans et d'obtenir ce qu'il y a de fond extragalactique derrière sans les avant-plans. Et le mystère est encore là. Alors voilà ce qu'on connaît en radio. On a, en fonction du flux, donc les fortes sources radio sont toutes pratiquement des noyaux actifs, des AGN. Ici, la fréquence est à 21 cm de longueur d'onde, 1,4 GHz. Et lorsqu'on va vers les faibles flux radio, on a surtout des formations d'étoiles, des galaxies qui forment des étoiles, ou star-forming galaxies.
qui n'ont pas d'AGN. Donc les AGN dominent à fort flux, et à bas flux, on a des sources de formation, des supernovae. C'est quand même du synchrotron. Et puis, comme le fond est 5 fois plus grand que prévu, il faut imaginer des composantes dont on ne sait pas. Alors ces composantes, elles n'ont pas la même distribution dans l'espace que les autres, que les galaxies, les groupes, les amas, les filaments. Ça n'a pas exactement la même source. On ne sait pas ce que c'est, donc il y a beaucoup d'hypothèses plus ou moins bizarres. Il y a quand même des contraintes. Ça ne peut pas être beaucoup d'électrons et peu de champs magnétiques, car à ce moment-là, on aurait beaucoup de rayons X qu'on ne voit pas. Ça ne peut pas être de la formation d'étoiles, car il y a une très très bonne corrélation entre les flux radio et les flux infrarouges lointains, qui sont aussi des traceurs de formation d'étoiles. Cette corrélation radio-FIR est une très très bonne corrélation en astrophysique. Et là, on ne le voit pas, donc c'est quand même assez contraint. Dans un article récent, Singal et al. Fait un petit peu la somme de toutes les possibilités. Ici, une possibilité serait de dire que ce fond est une sphère qui émet en radio très proche de nous, donc ça pourrait expliquer pourquoi on voit un fort flux. Mais si on avait vraiment un halo comme ça d'émetteurs de radio, on serait vraiment une galaxie exceptionnelle, puisque les autres galaxies n'ont pas ce halo radio. Donc ça ne marche pas vraiment. Et il y a des tas de contraintes, comme je le disais, avec le flux infrarouge qui n'est pas détecté, correspondant aux formations d'étoiles, ou bien pas assez de rayons X, etc. Donc pour l'instant, c'est encore un mystère. Peut-être qu'on n'a pas atteint vraiment le degré zéro du flux radio, mais il faut savoir qu'on a encore des questions là-dessus. Alors si on regarde les autres fonds continus, alors le fond infrarouge, lui, il est bien connu. Il y a eu beaucoup de satellites qui ont été lancés, IRAS dans les années 80, ISO, Spitzer dans les années 90, 2000, Herschel dans l'année 2010. Et même en 1999, Arvit avait déjà analytiquement pu montrer qu'à partir de la courbe de Madao qui donnait le taux de formation d'étoiles en fonction du redshift, vous reconnaissez les points observés, on regarde les galaxies une par une et on regarde un petit peu leur représentativité en taux de formation d'étoiles, on voit que la courbe pique à z égale 2. Et d'après cette courbe, on pouvait penser que le fond infrarouge était surtout dû à des galaxies relativement proches, enfin dans la première moitié de l'univers, à z égale inférieur à 1 ou à 2. Et c'est en effet vrai, ce qui s'est avéré vrai avec tous les satellites ici. Alors on pourrait penser, est-ce que c'est dû à des formations d'étoiles en flambée, ou est-ce que c'est dû à des formations d'étoiles un peu plus routinières sur la séquence principale, c'est-à-dire une formation d'étoiles qui peut durer pendant 2 milliards d'années, alors que les flambées de formation d'étoiles ne durent que pendant 100 millions d'années, puis ont épuisé tout leur combustible. Là, ça dépend des auteurs, mais vraisemblablement 70% dans les starbursts et 30% dans la séquence principale, mais ça peut peut-être changer. Et ces résultats ont été obtenus par exemple par Shari Elbaz lorsqu'ils ont essayé de calculer toutes les distributions d'énergie d'une galaxie qui forme des étoiles. Ici, vous avez en fonction de la fréquence, vous voyez un pic de la poussière qui émet à 100 microns, parce que la poussière est à peu près froide, mais enfin à 30 degrés Kelvin, 40 degrés, pas plus, et donc elle rayonne un peu comme un corps noir, corps gris, à 100 microns étant le pic. Et ce que vous voyez aussi, c'est les fameuses poussières qui aussi sont des traceurs de formation d'étoiles, qui émettent dans le proche infrarouge ou moyen infrarouge, qui sont des gros grains de poussière ou des petits grains de poussière plutôt, des grosses molécules comme des PAH, et qui sont surtout à faible flux. À gros flux, vous êtes dominé par le noyau actif, l'AGN, qui va détruire ces PAH. Et ici, vous avez en optique. Donc, lorsqu'une galaxie forme beaucoup d'étoiles, le flux sort surtout en infrarouge, car toutes les étoiles sont dans un cocon de poussière et chauffent l'infrarouge qui sort. Mais les vraies étoiles, vous ne les voyez pas, elles sont obscurcies par la poussière. Donc, ici, on a pu montrer, interpréter tout le flux, le fond infrarouge par le nombre de galaxies qui forment des étoiles, qui varient en densité et en luminosité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc quand on regarde un petit peu tous les fonds en continuum que l'on a à grande échelle dans le ciel, dans toutes les galaxies extragalactiques, on voit qu'on est dominé donc par le fond diffus cosmologique, par 1 ou 2 ordres de grandeur, et puis le fond infrarouge, le fond optique. Ici, vous voyez que le fond X est tout petit par rapport à 1000, vous avez 0,2 pour 1000. Ici, encore plus petit, et la radio, encore plus petit. C'est pour ça qu'il est encore mal connu, c'est qu'il est assez petit en énergie.
Alors là, tout ça, c'était pour les fonds en continuum. Maintenant, on regarde pour les raies, et c'est là que ça devient plus intéressant, puisqu'on peut faire une tomographie de l'univers à grande échelle lorsqu'on regarde une raie. Alors, un des premiers articles à prédire que ce serait très intéressant de faire une tomographie, c'était l'article de Madao, Mexine et Riz en 1997, qui pensait que la période de réionisation serait particulièrement bien tracée par l'hydrogène, la raie de l'hydrogène à 21 cm qui est décalée dans les ondes métriques. Puisqu'on est à z égale 9, 10, on va être à 2 mètres de longueur d'onde. Donc, elle avait fait des petites simulations. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la dimension dans le plan du ciel. Donc, admettons que vous ayez 2 quasars dans la période de réionisation à z égale 8 et 7, 4, qui sont distants d'un angle de 2,5 degrés. Donc, ça, c'est la direction perpendiculaire à la ligne de visée. Et dans la ligne de visée, vous avez le redshift ou la distance. Donc, c'est à la fois la vitesse et l'époque, en quelque sorte. C'est un petit peu ambigu. Et puis, vous prévoyez la température, le flux reçu par la raie 21 cm. Alors, pourquoi on a ces espèces de montagnes? Eh bien, autour d'un quasar ou de galaxies qui vont rayoniser tout autour, vous n'aurez pas de H1 dans le trou, puisque ce sera ionisé. Donc, vous avez, en quelque sorte, c'est comme un volcan avec un trou au milieu, une caldeira. Ici, vous avez un trou de H1. Et puis, le H1 n'est qu'autour et pas entre les galaxies. Pourquoi? Parce que entre les galaxies, vous êtes en effet pas encore ionisé, donc il y a plein d'atomes d'hydrogène atomique. Mais à ces redshifts-là, le gaz intergalactique est très ténu et très peu dense, dû à l'expansion de l'univers, donc n'est pas assez dense pour exciter par collision le gaz. Donc la température d'excitation, la température de spin, on dit, pour l'H1 à 21 cm, elle est due seulement au fond cosmologique qui rayonne et égalise la température de spin à la température du fond. Donc vous ne voyez rien du tout puisqu'elle a la même température que le fond cosmologique. Donc on s'attend à voir zéro, même si vous avez beaucoup d'atomes ici. Par contre, dès que vous avez un quasar ou une galaxie qui va former des étoiles, vous allez chauffer l'hydrogène neutre aux environs par des rayons X, outre que vous allez le ioniser au centre, mais au bord vous allez le chauffer, et puis vous avez le Lyman alpha qui va pomper un peu les niveaux de population de l'atome de H1 qui va ensuite le thermaliser en quelque sorte. Et donc s'il est chauffé, vous pouvez avoir un flux. Donc vous avez une émission tout autour de la région ionisée. Donc ça c'est très intéressant. Là vous voyez que vous pouvez avoir à chaque fréquence, vous aurez une tranche d'univers, puisque chaque fréquence correspond à une vitesse de H1, donc une époque, un redshift. Et donc ici on s'attend à faire une tomographie. Ici c'est aussi la même chose mais à une dimension. On a un quasar qui s'allume à 8,7 et vous voyez qu'en fonction de la vitesse, alors la vitesse ici est en unité de 1000 km par seconde, donc on s'attend à voir des bulles qui sont assez grandes, jusqu'à 20-30 000 km par seconde, donc il faudrait avoir une bande radio en fréquence assez grande pour voir ces grandes bulles, et ensuite de faire une carte d'intensité en quelque sorte à chaque fréquence de 21 cm. Alors on peut aussi, pour l'instant c'est en prévision mais on ne l'a pas encore détecté, on peut essayer d'abord de regarder si on peut faire ces cartes d'intensité de 21 cm à plus faible redshift, où il serait peut-être plus facile de l'avoir, et aussi d'enlever les avant-plans. C'est ce qui a été essayé, on va le dire tout à l'heure, on a quelques surveys pilotes qui ont réussi à avoir des résultats. Ici, pourquoi est-ce intéressant de le faire à z égale 0,8 ? C'est que d'abord, l'hydrogène atomique, c'est une raie interdite. La raie hyper fine, là, à 21 cm, c'est une raie interdite. Le coefficient d'Einstein, c'est 10-15 secondes. Il faut des millions d'années pour qu'un atome se désintègre. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'atomes à z égale 0, on le voit dans les galaxies proches. Mais dès que vous avez un redshift de 0,1, c'est très difficile de détecter le H1 des galaxies. À z égale 0,2 est impossible. Peut-être on y arrivera avec le square kilometer array, qui aura une énorme surface. Mais aujourd'hui, il est impossible de détecter les galaxies une par une. Donc la méthode de la torture, regarder un par un les galaxies, ce n'est pas possible avec le H1. Par contre, là, on pourrait essayer de détecter, si on a des gros pixels, beaucoup de galaxies, sommer toutes les galaxies, s'il y en a beaucoup de petites par exemple, et avoir un signal alors qu'on ne peut pas détecter ces galaxies directement. Donc là, c'est évident. Et aussi, un des intérêts, c'est qu'à cette période-là, z égale 0,5,
on sait que, de par les supernovae, on a une expansion de l'univers qui se réaccélère. C'est l'expansion, le taux d'expansion de l'univers reporté ici. On sait que ça se passe aux alentours de 0,5, et on aimerait, justement, pour avoir la nature de cette énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers, on aimerait avoir un petit peu la façon dont ça se passe. On sait que ça se passe à peu près là, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de barres d'erreur déjà, ça c'est optiquement. Et ce dont on se sert, c'est une règle. Et la règle, on en a déjà parlé, de cette oscillation acoustique baryonique, qui est un vieux souvenir du temps avant la recombinaison de l'univers où les photons étaient en équilibre avec les baryons et faisaient des oscillations acoustiques. Et puis, lorsqu'il y a recombinaison, les photons partent d'un côté et les baryons de l'autre, ça se découple, mais il y a quand même une empreinte qui reste, qui est la taille de l'horizon sonore. Et cette taille-là, avec l'expansion de l'espace, dans l'expansion, on va la revoir avec différentes tailles en fonction du redshift. Donc c'est ça qu'on essaie de voir, c'est une structure à grande échelle dans le 21 cm, dans les galaxies à 21 cm, qui doit se retrouver à des échelles particulières. Et la méthode de carte d'intensité est particulièrement adaptée pour détecter ces grandes structures, alors qu'on ne peut pas détecter les galaxies une par une. Alors, je rappelle que cette oscillation baryonique acoustique a déjà été vue par le Sloan, qui en quelque sorte a fait un survey assez grand pour qu'on puisse avoir une carte d'intensité en quelque sorte. Et on a ici la corrélation à 2 points entre 2 galaxies en particulier. Et pour cette échelle-là, qui est de l'ordre de 150 kPa, on peut remarquer qu'il y a un pic, c'est-à-dire en effet, cet horizon sonore se retrouve dans la structure des galaxies lorsqu'on en prend un grand nombre. Alors ici, c'était 50 000, il n'y a pas encore beaucoup de précision, mais d'autres observations ont pu la voir, par exemple les absorbants Lyman alpha des quasars. Alors on a avec le Sloan maintenant 160 000 quasars, donc ça commence à faire un grand nombre, et surtout, chaque quasar, vous avez une raie Lyman alpha, et vous avez des absorbants qui sont juste entre le quasar et nous, donc un grand nombre de galaxies qui absorbent devant le quasar, et c'est ce grand nombre-là qui nous permet d'avoir une grande statistique sur les absorbants. Ici, vous voyez les points rouges, c'est les points de mesure sur ces absorbants Lyman alpha, et on voit nettement cette bosse de corrélation pour cette taille-là, qui est la taille de l'onde acoustique schématisée ici. C'est pas aussi simple que ça, ça se mélange, les modes se mélangent, mais ici, on a typiquement cette taille-là que l'on voit. Donc on peut regarder à plusieurs redshifts et voir un petit peu comment l'accélération de l'expansion se développe. En fait, on a encore beaucoup de barres d'erreur assez grandes et il faut sans doute en faire d'autres surveys. Alors, pour les raies, alors on a parlé de la raie H1, Lyman alpha, on a aussi une raie qui serait très intéressante à faire par cette nouvelle technique de carte d'intensité, qui est la raie H alpha. Alors pourquoi ? La raie H alpha, c'est une raie de recombinaison de l'atome d'hydrogène, qui est un traceur de formation d'étoiles. Ici, on voit par exemple Messier 51, une galaxie bien connue qui forme pas mal d'étoiles. Tout ce qui est des points roses, ce sont des régions H2, donc qui sont roses parce que la raie H alpha est dans le rouge, à 6800 angstroms environ. Et donc, lorsque vous regardez les galaxies très loin, vous avez un point, et le point est plus ou moins rose, c'est plus ou moins émetteur d'H alpha. Et donc, vous allez pouvoir, si vous faites une carte d'intensité, avoir dans chaque pixel un grand nombre de ces galaxies et savoir quelle est la distribution à grande échelle. Rapidement, vous allez pouvoir couvrir de grandes surfaces. Donc, c'est ça le principe que j'explique ici. La différence entre une carte des surveys qu'on a toujours fait jusqu'à présent, une galaxie après l'autre, le grand point, c'est qu'on détecte en général, quand on est à grand redshift, que les galaxies qui sont plus grandes qu'une certaine luminosité. Toutes les plus faibles, qui sont plus nombreuses, on ne les détecte pas. Il y a un biais de Malmquist. Alors que dans la carte d'intensité, on va pouvoir les détecter. C'est-à-dire qu'on n'aura pas seulement les lumineuses, mais aussi, dans le même pixel, un grand nombre de petites galaxies qui sont indétectables directement. Donc c'est tout à fait complémentaire, il faut les deux. L'un pour faire la physique des galaxies et l'autre pour avoir la statistique et la carte à grande échelle. Donc ça, c'est très intéressant. 2 instruments ont été proposés pour le faire de l'espace. Il y en a un qui s'appelle SphereX, donc vous voyez Spectrophotometer for the History of the Universe.
et qui est financé, qui sera lancé par la NASA en 2023, enfin pour l'instant, peut-être plus tard, on verra, et qui pourra faire, qui est dans l'infrarouge proche, qui pourra faire H-alpha, H-bêta, O3, etc. Et puis un autre qui n'est pas encore financé, mais qui est aussi dans le même domaine de longueur d'onde. Alors ces manips-là sont vraiment complémentaires aux surveys que l'on va faire avec la méthode de la tortue, c'est-à-dire galaxie par galaxie, avec les instruments comme Euclide, un satellite européen dont on a déjà parlé, qui va être lancé en 2021 ou 2022, et qui regardera 12 milliards de galaxies, mais en faisant un spectre galaxie par galaxie, enfin partie au sol, partie dans l'espace, et qui n'ont pas à bord d'instruments de carte d'intensité, d'où ces manips-là dans l'espace. Alors pour la tomographie H-alpha, donc on n'a pas encore de résultats, mais on a des simulations. Ici, vous avez en fonction le taux de formation d'étoiles, en fonction de la masse d'un halo, dans des simulations Millennium. Vous voyez, les premières simulations n'avaient pas assez de résolution spatiale et la Millennium 2 a beaucoup plus de petites galaxies. Donc on le voit ce qui se passe à z égale 2.2. Et on voit que les modèles, juste pour donner une idée, ont beaucoup de variations d'un modèle à l'autre. Donc on a vraiment intérêt à faire les observations pour discriminer entre les modèles. On n'a pas vraiment de consensus pour l'instant, on a des barres d'erreur assez grandes. Alors pour les cartes d'intensité H-alpha, on pourrait avoir non seulement la formation d'étoiles, donc ça c'est intéressant pour cartographier les distributions de galaxies qui forment des étoiles, mais aussi des filaments, parce que pour l'origine des photons H-alpha, on a deux choix. On a soit le gaz est photoionisé par l'étoile chaude, l'étoile OB, qui ionise tout autour, et puis le gaz se recombine et fait une raie H-alpha, donc ça c'est l'origine de recombinaison, formation d'étoiles. Et puis il y a une autre qui est due à des chocs, même s'il n'y a pas de formation d'étoiles, vous pouvez avoir des chocs, par exemple dans les filaments, qui ne forment pas d'étoiles, et ces chocs peuvent exciter par collision la raie H-alpha, donc il est possible que dans une carte d'intensité, on puisse voir des filaments, comme vous avez la simulation ici, on ne le sait pas encore, mais on pourrait avoir les deux sources d'excitation. Il y a aussi d'autres raies dans ces surveys, on peut en avoir, le H-alpha est le plus fort, mais il est très intéressant de voir qu'il y a d'autres raies qui sont aussi des traceurs de formation d'étoiles et qu'on pourrait faire des corrélations croisées entre ces diverses raies. Ce qui permettrait, c'est un avantage très important puisque ça permettrait d'éviter d'avoir tous ces avant-plans qui gênent en fait l'exploitation de ces cartes d'intensité. Donc par exemple, les corrélations croisées entre ces raies pourraient être utiles. Donc les divers traceurs de formation d'étoiles qui vont être utilisés dans le prochain avenir dans ces cartes d'intensité sont par exemple les raies de structure fine, la raie de C+, donc le séminaire de Guylaine Lagage tout à l'heure va nous parler, les raies de O1, O3, etc. Dans le proche infrarouge, la longueur d'onde est au repos. Vous avez aussi dans le millimétrique les raies moléculaires, CO. Alors pourquoi on n'observe pas H2, l'hydrogène moléculaire qui est le plus abondant? C'est que justement, les raies de rotation, il n'y en a pas, enfin il faudrait aller au quadrupôle et non pas au dipôle, vu que la molécule est symétrique. Donc en général, pour détecter le gaz moléculaire qui forme les étoiles, on est contraint à observer la molécule CO, qui est la molécule la plus abondante après H2, qui est quand même 10-4 fois moins abondante que H2, mais c'est celle qui émet le plus. Donc CO10 est à 2,6 mm, CO21, les niveaux de rotation à 1,3 mm, et puis vous avez toute la série. Il y a aussi l'atome de carbone, C1, qui a une raie 1,0 et 2,1, et il arrive que deux raies, CO7,6 et C1,2,1, soient exactement au même endroit. Donc ça pourra peut-être jouer un rôle dans ces cartes d'intensité. Alors par exemple, voici une simulation faite par Li et al. Pour essayer de prédire s'il est possible de faire des cartes d'intensité de la molécule CO à Z égale 2,4. Donc ici, c'est une simulation de la matière noire. Donc vous avez une partie ici, la face du long cube, enfin cône un petit peu, qui est deux dimensions d'espace, x, y, et puis l'autre, c'est la ligne de visée, donc c'est la vitesse ou le redshift, donc la fréquence à laquelle on va observer la molécule CO. À ce redshift-là, vous avez 1 cm, en fait, 30 gigas.
Et vous voyez les grandes structures de matière noire. Lorsque on le traduit en CO, alors on peut le traduire, il y a plusieurs façons, on ne sait pas exactement, mais ici, vous voyez les courbes, c'est que la luminosité de CO est proportionnelle à la masse du halo noir. C'est les courbes le plus simples. En fait, on pense que le CO va être beaucoup moins abondant que cette première essai parce que pour les gros halos, vous avez des galaxies elliptiques qui n'ont plus de gaz, donc il n'y a plus de CO. Peut-être aussi dans les petites galaxies, vous n'aurez plus de CO parce que les galaxies sont très peu métalliques et il n'y aura plus de carbone, plus d'oxygène, donc plus de molécules CO. Donc tout ça, c'est des petits détails à regarder de près dans la simulation. Mais ici, vous voyez qu'au premier ordre, donc on a dans l'espace XY, on a les pixels assez gros pour voir un grand nombre de galaxies, sommer un grand nombre de galaxies. Et dans l'espace des vitesses, vitesse et espace, vous avez un pixel ici qui vous montre les grandes structures. Évidemment, on n'arrivera pas à détecter à très petite échelle, mais à grande échelle, vous voyez les structures en matière noire qui se retrouvent ici. Donc c'est possible. Disons, dans les simulations, c'est possible. Bon, il faudrait rajouter les avant-plans et tout ce qui va rendre l'exploitation difficile, mais c'est ça le principe de la carte d'intensité. Donc ici, on représente bien la comparaison entre ce qu'on peut détecter avec la méthode de la tortue, la galaxie une par une. Alors ce qu'on peut détecter, c'est les points rouges, c'est les galaxies les plus brillantes, et on ne peut pas détecter tous les points noirs qui sont les petites galaxies faibles, hein, puisqu'on a une limite de sensibilité. Par contre, on pourrait, si on prend un pixel assez grand et qu'on peut intégrer pendant 5000 heures, il faut vraiment poser longtemps tout de même pour pouvoir détecter toutes ces petites galaxies. Mais on ne peut pas les détecter une par une, mais on peut détecter tout l'ensemble qu'il y a derrière ces 3 points rouges. Donc vous voyez, on les détecte. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que vous pouvez détecter beaucoup plus de galaxies faibles, même si vous ne les avez pas une par une. Donc, par exemple, ça c'est une simulation faite pour le VLA et le CO à z égale 2. Alors, pour essayer de tester ces idées, il y a un programme pilote qui a été fait avec cet interféromètre qui est en Californie. Vous voyez des antennes de 10 mètres, Owens Valley, hein, ici, qui étaient utilisées pendant un certain temps pour regarder les galaxies une par une avec cet interféromètre, donc avec assez de surface en millimétrique. Et par contre, vous avez ces petites antennes de 3,5 mètres, là, tout petits, qui avaient été construites pour détecter l'effet Souneev-Zeldovich, qui est l'effet de déflexion des photons du fond diffus cosmologique sur les amas de galaxies, où les amas de galaxies, comme vous le savez, sont remplis de gaz très ionisé à 100 millions de degrés, qui émet en rayons X, et ce gaz ionisé défléchit les photons et les fait repasser à une autre fréquence. Et cet effet Souneev-Zeldovich était particulièrement bien adapté à des petites antennes avec un grand lobe pour pouvoir voir tout l'amas de galaxies en même temps. C'est ces petites galaxies qui pourront être utilisées pour un survey d'une carte d'intensité de CO. Le pixel va être très gros et on va pouvoir essayer d'intégrer longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est un petit peu ce qu'on prédit. On va faire une fonction de corrélation à 2 points, si vous voulez, en fonction de l'espace. Si on fait une transformée de Fourier de la corrélation à 2 points, ça va nous donner une fonction de K. K est la variable corrélée. K, c'est 2π sur la longueur d'onde, enfin sur la taille. K, c'est le nombre d'ondes. Donc, c'est la fréquence spatiale. Et la transformée de Fourier de la fonction de corrélation, c'est le spectre de puissance. Donc on a ici un spectre de puissance en fonction de l'échelle spatiale, K. Lorsqu'on a une grande fréquence spatiale, ça veut dire qu'on a des petites longueurs, des petites tailles. Donc dans cette région-là de petite taille, on n'a pas beaucoup de sources, puisqu'on a des petites régions. Et donc on a un bruit de poisson qui varie en racine de n sur n. Donc il va être assez grand. Donc ce bruit de poisson qu'on appelle shot noise ici est ici indiqué en jaune. Et puis à grande échelle, par contre, ou à petit k ou à grande échelle, on a beaucoup de sources. Et donc le bruit de poisson est négligeable. Et ce qu'on voit à la place, c'est justement ce qu'on cherche à voir, les structures à grande échelle, en filaments, en groupes, en amas de galaxies, dans ce qu'on appelle clustering en anglais ici. Et on voit qu'il y a une échelle caractéristique où on est dominé soit par l'un, soit par l'autre. Ici, et il faut avoir ça en tête. Et puis ici, par un diagramme, on voit, ça, ce diagramme qui a été fait par Kovetz et al., est assez intéressant pour voir quel est l'espace encore qu'on n'a pas exploré.
Ici, on a, en fonction de la fréquence spatiale, ou l'inverse de la taille, on voit que les surveys existants sont des petits surveys en général. Même le Sloan, qui a regardé des grandes régions, il a des petites régions, mais pas des grandes surfaces d'un seul tenant ici. Donc vous voyez qu'on a observé une petite partie. On a observé aussi des surveys profonds avec le Hubble qui vont très loin, mais le Hubble n'a fait que quelques degrés carrés. Donc on n'a jamais eu toute cette région-là de grands surveys qui vont être très adaptés pour les cartes d'intensité. Cela manque si on veut la grande surface, etc. Alors qu'est-ce qu'on voit ici comme taille? Ce grisé, ça délimite les tailles qui font la moitié du ciel. Alors peut-être on n'a pas intérêt à aller de ce côté-là, puisqu'on va avoir une variance cosmique importante, mais on peut s'arrêter ici. Et puis vous avez la taille de Hubble ici, 10 fois et 100 fois. Vous avez aussi en rouge le rapport de la contribution de l'énergie noire, qui est négligeable au départ, et on sait qu'elle commence à être importante pour accélérer l'expansion à z égale 0,5. Ici, c'est le redshift. Donc on voit que c'est dans cette région-là, si vous voulez avoir des BAO, par exemple, qu'il va falloir cartographier. Donc c'est exactement ça qui est prévu par ces cartes d'intensité, couvrir cet espace qui n'avait pas été couvert avant. D'où ici les surveys, les cartes d'intensité prévues, donc au Lyman alpha, H alpha, tout ce qui est prédit, pas encore détecté, aussi en C++ et toutes les autres raies. Et ici, on voit le spectre de puissance, l'intensité par rapport à l'intensité du bruit. On voit que ça dépend beaucoup de la fréquence. Ici, en C++, Lyman alpha, on a quelque chose d'assez bas. Et ici, c'est 21 cm et c'est haut. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire ici. On a beaucoup de spectres de puissance à explorer. Et surtout, il faut bien penser aussi que toutes ces cartes vont être complémentaires. Par exemple, dans l'époque de réionisation, vous voyez que les galaxies rayonisent des bulles autour. On a déjà parlé de tout ça, avec le 21 cm qui est anticorrélé. Ici, vous avez les zones ionisées et ici les zones neutres. Il sera très intéressant d'avoir le CO, le C2, qui sont des traceurs de galaxies, et le 21 cm qui est anticorrélé. Ça permettra de faire des corrélations croisées et peut-être de s'affranchir un peu plus du continuum qui est un peu un avant-plan. Donc les prédictions simulées par exemple pour H1 et Lyman alpha, corrélées, donc j'insiste sur la corrélation qui est intéressante, même à 2,4, on a le 21 cm ici, le spectre de puissance en fonction de la taille, Lyman alpha, et le corrélé ici sera assez intéressant. La prédiction a été faite pour le bruit qui est prévu pour SKA, le square kilometer array, qui va être dans les fréquences moyennes qui va venir en 2024-2025, et on voit qu'en effet ce sera tout à fait détectable. Donc il est prévu que ces cartes d'intensité soient faites dès les quelques années qui viennent. Donc maintenant, je vais décrire les quelques premières détections qui ont été faites. Ce sont un peu des projets pilotes qui commencent à montrer que c'est faisable, mais qui ne sont pas encore des grandes surfaces. Par exemple, un des premiers qui a été détecté pour H1, le 21 cm, dans les redshifts 0.5 et A1, avec ce télescope-là, qui est le télescope de Green Bank, donc GBT, Green Bank Telescope, aux États-Unis, en Virginie de l'Ouest, dans une région qui est quand même assez loin de toute ville. Enfin, la ville principale, c'est Charlottesville, à côté. Mais le but était d'être loin des signaux comme les interférences radio, qu'on appelle RFI, Radio Frequency Interference, qui sont des nuisances énormément. Alors là, on s'affranchit peut-être des téléphones portables qui sont interdits dans l'observatoire, etc. On ne s'affranchit pas du GPS et des satellites qui sont partout. Donc il y a toujours ces RFI qui normalement sont polarisés. Donc on essaie, comme le signal 21 cm ne l'est pas, on essaie de filtrer comme ça, mais on va voir que ce n'est pas facile. Et puis d'essayer de détecter aussi en corrélation croisée avec un champ qui a été observé en optique, donc par le Keck, qui s'appelle DEEP2, et qui va nous permettre peut-être de voir s'il y a des corrélations entre l'optique et le H1. Donc je passe tout de suite à l'observation qu'ils ont fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'espace, les coordonnées spatiales dans le ciel, et ici les fréquences, donc le redshift. Alors brutalement, ils ont déjà enlevé les fréquences. Ce que vous voyez à une fréquence donnée, ce sont les barres verticales, ce sont les interférences dues au satellite.
Donc il faut d'abord les enlever. Ensuite, ce que vous voyez, ce sont des lignes horizontales. Et ça, c'est tout à fait lisse. Et c'est une seule source qui émet en synchrotron. Donc il y a une loi de puissance. Et évidemment, c'est plutôt une seule source localisée qui a plusieurs fréquences, mais ce n'est pas plusieurs sources à divers redshifts. Donc ça, on peut l'éliminer parce que c'est très lisse. Donc ça, on l'élimine facilement. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que le fond est très très grand. Ici, on a 125 millikelvin, alors que le signal va être en microkelvin. Il y a un facteur 1000 au moins. Et qu'il faut enlever des modes, au moins une vingtaine de modes. Et que lorsqu'on enlève le deuxième, le troisième, ce n'est pas aussi lisse. Et aussi, la polarisation n'est pas aussi régulière. Donc on a du signal polarisé aussi. Pourquoi? Parce que le lobe à toutes les fréquences est différent, les calibrations différentes, et la polarisation arrive à se filtrer. Donc ce n'est pas facile du tout. Et il est possible que dans la soustraction des avant-plans, on soustrait aussi le signal. On n'en est pas certain. Mais vous voyez qu'une fois tout soustrait, on compare avec l'optique, et je ne sais pas si vous voyez la structure des galaxies optiques ici, mais il y a une corrélation quand même, qui a 3 ou 4 sigma, et quand même de grandes barres d'erreur, mais il y a une corrélation croisée entre les galaxies optiques et le 21 cm. Donc ça paraît être faisable, mais juste pour l'instant à la limite, et il faut qu'on comprenne encore mieux la soustraction des avant-plans, qui est assez difficile. D'autres personnes ont fait, Mazui et al. Ont fait un survey semblable, avec aussi le Green Bank Telescope. Une autre région du ciel, on voyait qu'en XY, on voit des sources vraiment ponctuelles qui dominent. Ça, il faut les enlever, évidemment. Ça, c'était la première soustraction. Mais ensuite, ils ont enlevé 20 modes de soustraction. On voit qu'au centre, ça commence à être plat, sauf au bord où c'est très bruyant. Et on va sans doute ne pas exploiter les bords, mais on va pouvoir exploiter au centre. Et on voit qu'on obtient à peu près la corrélation que l'on voit, mais avec beaucoup de barres d'erreur. Donc c'est peut-être possible, mais c'est encore un survey pilote. Ils ont conclu qu'il fallait sans doute avoir dans l'échelle des fréquences spatiales perpendiculaires et parallèles à la ligne de visée une certaine dynamique qu'il n'y a pas encore, parce que ici toutes les hautes échelles vont être supprimées par le lobe qui va smoother toutes les cartes, et il n'y a pas assez de fréquences pour éliminer tous les avant-plans. Donc il va falloir faire des cartes à beaucoup plus grande échelle pour être sûr. Alors les surveys de la molécule CO ont été faits aussi avec le petit télescope de Sunev Zeldovich que je vous ai montré en Californie. Ça s'appelle CO Power Spectrum Survey ou COPS. Et ils ont détecté en effet, en supposant qu'il y avait un rapport constant entre la masse du halo et la luminosité CO, ils ont déduit le rapport entre ces deux, luminosité CO, et on a une certaine valeur qui est parmi plusieurs modèles. Donc ce n'est pas complètement incompatible avec ce qu'on sait, donc ça paraît raisonnable. La quantité de H2 détectée à ce redshift est quand même très très incertaine, 1.1 plus 0,7. Donc on voit qu'il y a encore des choses à faire. Par exemple ici la spectre de puissance en fonction de l'échelle. La première manip COPS1 n'avait que des résultats négatifs, enfin des upper limits supérieures, et puis la deuxième a commencé à détecter des corrélations, mais c'est quand même encore assez limite. Donc dans le futur, donc ça c'était un objet pilote, dans le futur on prendra des antennes plus grandes que les petites antennes de 3 mètres, par exemple le VLA, où les antennes font 25 mètres, et il y en a une trentaine. Ici ALMA, alors ALMA c'est un instrument idéal puisque vous avez presque 60 antennes de 12 mètres, et depuis 2011, ça fait 10 ans qu'on en observe, et tous les résultats sont publics, sont sur le web, donc on pourrait peut-être sommer tous les résultats qu'il y a dans un certain espace. Le problème, c'est que chaque observateur observe avec une certaine configuration, un certain lobe, et qu'il est difficile de les mettre ensemble de façon cohérente. On peut prendre des mosaïques, par exemple, qui ont plusieurs lobes d'un coup, mais c'est relativement rare. Donc ce n'est pas encore fait. Le SMA aussi, et c'est un projet en fait, qui s'appelle MIM, et qui pourra regarder en fonction de la fréquence, au VLA le CO1,0, puis le CO2,1 et toutes les raies de CO qui sont symbolisées ici. Pour les résultats, donc on a vu en H1, il y avait des résultats déjà, en CO aussi. Avec Lyman alpha, oui, il y en a aussi, parce que Lyman alpha, c'est le Sloan qui a déjà observé.
on a des quasars à z égale 2, 3 ou jusqu'à 5. On peut essayer de corréler la Rayleigh alpha avec la présence de quasars, on connaît le redshift, et en effet, la corrélation y est. Alors il y a plusieurs hypothèses. Soit le Lyman alpha qui est relié au quasar est dû à l'ionisation autour du quasar, ou l'illumination autour du quasar, ou alors il est dû à des galaxies qui forment des étoiles autour du quasar. Alors pour l'instant, d'après ce schéma, on a tous les modèles qui sont compatibles, mais en fait, quand on a essayé de corréler avec les absorbants Lyman alpha, on a conclu que ce n'était pas les formations d'étoiles, mais c'était plutôt un modèle d'illumination des quasars. Alors je passe ici sur la contamination, c'est encore une contamination de fibres dans le Sloan, mais je n'ai pas le temps de passer là-dessus. Une fois qu'on a éliminé cette contamination, donc ici c'est la corrélation entre le Lyman alpha et la forêt. Et la forêt, ce sont les galaxies qui pourraient émettre de la formation d'étoiles et donc de traceurs de Lyman alpha. Ici on voit qu'il n'y a aucune corrélation du tout. Donc c'est plutôt que le quasar ionise autour et il y a même de l'illumination. Et ça, on le sait d'ailleurs, ça correspond à ce qui a été vu par MUSE. MUSE est un instrument de deuxième génération au VLT qui peut observer les raies, en fait, donc les raies de Lyman alpha de z égale 3, 4 jusqu'à 7. Et ils ont observé un par un, donc c'est la méthode de la tortue ici, un par un, autour de chaque quasar, autour même de chaque galaxie qui forme beaucoup d'étoiles, vous avez des halos de Lyman alpha. Alors pourquoi? C'est parce que Lyman alpha est une raie résonante et dès qu'il y a de la matière éjectée autour de la galaxie qui forme des étoiles, et c'est vrai que le feedback de la formation des étoiles, les supernovae, les éjections, éjectent du gaz autour des galaxies. Et ce gaz va rediffuser le Lyman alpha du centre et on va avoir de grands halos autour des galaxies. On avait aussi détecté, certains Cantalupo et al. Avaient détecté autour du quasar ici jusqu'à 500 kPa la luminosité Lyman alpha. Donc ça veut dire que le quasar illumine tout le gaz qu'il y a dans le filament et on le voit, alors que d'habitude on ne le voit pas, il n'y a pas assez de chaleur pour détecter ce gaz. Et on voit que dans le résultat de Croft, de la carte d'intensité, où il a détecté à grande échelle, ça corrèle tout à fait avec les résultats de galaxie par galaxie de Borisova et de Cantalupo. Donc ici, on voit qu'en effet, il y a un halo Lyman alpha autour de chaque galaxie, qui est dû à ce milieu neutre et qui est aussi détecté dans le champ profond de MUSE. Ici, ce que vous voyez, c'est le champ profond de Hubble. Les galaxies en blanc sont les galaxies détectées par Hubble avec une résolution de 0,1 arc-seconde. Et en bleu, vous avez le Lyman alpha détecté par MUSE avec une résolution d'1 seconde, donc c'est un peu plus gros, mais ça couvre une grande partie du ciel. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que pour les cartes d'intensité, vous aurez sans doute une forte puissance due à cette grande couverture du ciel. Pour chaque galaxie détectée ici, vous avez des halos Lyman alpha qui peuvent être bien plus grands que la galaxie, 100 à 150 kPa, et dû à cette résonance de la raie Lyman alpha sur le gaz qui a été éjecté. Alors ce gaz est aussi présent en gaz neutre, il a été détecté autour de galaxies à grand redshift, ici z égale 3, 5, etc., par l'arrêt de C1 avec ALMA et par l'arrêt de CO4,3. Donc toutes les cartes d'intensité en CO et en C1 à grand redshift pourraient être aidées par le fait que les galaxies sont plus grosses et donc on pourrait avoir plus de flux. Alors une autre détection, un peu pilote aussi, est de l'arrêt C2 peut-être, et en tout cas avec une corrélation du flux infrarouge qui a été détecté dans tout le ciel par le satellite Planck. Le Planck a fait un survey de tout le ciel en plusieurs bandes de fréquences. Ici vous voyez la bande à 353 GHz, 545 et 857. Et que voit Planck ici? C'est le fond infrarouge finalement, ce qu'on a appelé CIB. Et l'idée était de faire la corrélation croisée de ce qui a été détecté par Planck avec les quasars à z égale 2 ou 3. Alors quand on regarde les raies qui sont à cette fréquence-là pour ce redshift-là, on voit que dans cette bande-là tombe le C+. Le C+, qui est à 158 microns de longueur d'onde normalement, il va être décalé vers le rouge pour ces quasars-là dans cette bande-là. Donc ici, on voit une corrélation
peut-être un peu plus avec le C++, mais en tout cas lié aussi pour le fond cosmique. Et puis les galaxies qui sont vues par le Sloan à plus bas redshift, puisque c'est des galaxies moins lumineuses, donc on le voit à 0,5, 0,6. Et on voit aussi une corrélation. En orange, c'est le modèle. Si on tourne les cartes de 90 degrés pour être sûr que c'est vraiment une corrélation, on voit que le test donne 0. Donc c'est vraiment la corrélation des quasars et des galaxies avec le fond, ce qui est assez important. Alors est-ce que c'est le fond ou C+? On ne sait pas trop. Si c'était vraiment C+, ça nous donnerait un C++ très fort. C'est peut-être un petit peu trop optimiste. Ici, vous avez des modèles en très plein qui sont dus à une excitation par collision, alors qu'en pointillé, ce sont des modèles qui sont dus à la formation d'étoiles, avec des relations d'échelle entre C++ et la formation d'étoiles, etc. On voit que le CO est un peu trop fort par rapport à ce en quoi on s'attendrait. Alors pourquoi? Peut-être que dans la bande de Planck, vous voyez un peu le fond infrarouge que vous avez, qui est redshifté à 1 mm, il est à 100 microns normalement, mais à ce redshift-là, il arrive ici, et vous avez la raie de C+, qui est assez petite. Donc sans doute, la contribution de C+, et du fond est quand même plus en faveur du fond. Ici, vous voyez les trois fonds à ces trois fréquences-là. Qu'est-ce qui domine à haute fréquence? C'est des redshifts assez faibles, en rouge. Et puis, plus vous décalez vers le rouge, plus vous allez à basse fréquence, et vous avez des redshifts un peu plus longs. Alors ici, vous avez justement les galaxies qui ont été utilisées pour la corrélation croisée et les quasars. Et si vous posez la question, est-ce qu'on a d'autres raies? En fait, le C+ domine largement, les autres raies sont très très faibles. Alors justement, ces corrélations entre raies va être très utile pour éliminer toutes les raies intruses qui pourraient être des nuisances. Ici, une simulation a été faite par Wiesball et al. Entre deux genres de raies, ici les raies de O1 et de O3 pour un télescope infrarouge à 63 microns et 52 microns, et les galaxies qui correspondent exactement à un redshift donné pour cette raie-là à 440 microns. Vous les voyez en rouge, évidemment elles apparaissent dans les deux cas. Toutes les autres raies ne vont pas correspondre exactement à cette fréquence au redshift donné. Donc vous avez des raies qui, une fois qu'on aura fait la corrélation croisée, vont disparaître. Et donc c'est cette corrélation croisée qui va nous permettre de filtrer tous les intrus, et c'est ce qui a été fait par Wiesball et al. Justement pour prévoir l'observation de Spica. Spica est un télescope infrarouge qui va être lancé par les Japonais, dont les Européens participent, et qui pourrait faire cette corrélation croisée de O1 et de O3, qui serait tout à fait faisable, en faisant une corrélation croisée entre les raies qui correspondent exactement à ce redshift. De même, la corrélation CO de 1 et H1 21 cm, dans la réionisation, on sait qu'il y a une anticorrélation entre le H1 qui est absent lorsque c'est ionisé et lorsqu'il y a des galaxies qui émettent en CO de 1. Et en effet, dans la corrélation, on voit qu'il y a quelque chose qui est anticorrélé à une taille qui est la taille de la bulle. Donc ces anticorrélations vont nous permettre de savoir quelle est la taille des bulles en fonction du redshift. Donc là, il y a plusieurs redshifts de données et plusieurs anticorrélations. Donc vous voyez le principe de l'anticorrélation qui permet, bon là je pense que je n'ai pas beaucoup le temps de passer ici, et les divers projets, voici une liste qui a été faite par Kovetz et al. Des divers projets qui sont prévus pour faire des cartes d'intensité. Alors évidemment, à 21 cm, il s'agit d'abord de la réionisation, mais aussi pas que. Il y a le H1 à bas redshift, entre z égale 0,2, qui est impossible de faire galaxie par galaxie jusqu'à z égale 6. Donc certains télescopes en noir sont déjà complètement terminés, bien sûr, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont financés comme Spheris, dont on a parlé. Concerto, Guylaine va nous en parler, le PI de cette manip qui va se dérouler et faire la corrélation avec C+, et COPS dont on a parlé en CO. Donc vous voyez que cette technique de carte d'intensité est en train de se développer énormément. Alors pour finir, je parlerai juste d'une stratégie. Quelle est la stratégie optimale? Quand est-ce qu'il faut choisir une technique, la technique de la tortue ou la technique du lièvre pour aller plus vite? Eh bien justement, c'est le nombre
de galaxies que l'on attend dans ce qu'on appelle un voxel. Un voxel, pourquoi? C'est un pixel à 2D, si vous voulez, et dans le volume, ce sera à 3D un voxel, donc un petit cube. Donc dans ce petit cube, si vous avez un très grand nombre de sources, vous attendez un très grand nombre de sources, c'est-à-dire que vous faites votre voxel assez grand pour avoir beaucoup de sources, eh bien, il semble assez évident que vous avez intérêt à faire de la carte d'intensité. Si vous n'en voyez que 0 ou 1, il vaudra mieux les détecter une par une et avoir beaucoup de résolution. Donc c'est un petit peu ça le principe. Ici, ça a été calculé par cette représentation, si vous voulez, hein, l'optimisation. Ici, vous avez une technique où les galaxies sont vues une par une. Donc, soit vous avez 0, soit vous avez juste l'unité de la galaxie. Lorsqu'on a un très grand nombre, on voit qu'en fonction du temps, vous allez avoir l'unité qui croît en fonction du nombre de sources que vous avez dans chaque pixel. Donc, le but ici, c'est de détecter la grande échelle en moyennant tout ce qui est à petite échelle ici. Donc, ce calcul donc, a été fait ici par Chang et al. Vous voyez que lorsque n est très petit devant 1, l'optimum serait la courbe en verte qui est le détecter galaxie par galaxie. Vous n'avez pas intérêt à intégrer 5000 heures si dans le pixel vous n'en avez qu'une. Donc ça paraît évident. Et lorsque n est très grand devant 1 et le bruit assez fort, la courbe ici est très régulière et non pas saccadée. Et vous avez l'optimum, c'est de faire la carte d'intensité ou ce qu'on appelle IM ou intensité mapping. D'où on commence à mieux comprendre un petit peu ce qui l'avantage et les inconvénients de chaque technique. Donc en résumé, cette nouvelle technique qui permet de regarder de très très grandes surfaces très rapidement est tout à fait complémentaire au survey source par source. Vous avez beaucoup d'avantages lorsque le nombre par pixel est très grand devant 1 et qu'il y a une confusion de toutes les sources. C'est justement le but, qu'on ait une confusion, d'avoir un grand nombre. Et les observations, évidemment, sont très rapides. Bon, les quelques inconvénients, c'est qu'on voit que soustraire les avant-plans est assez difficile. Il va falloir le maîtriser et éliminer les intrus. Et puis, on n'a pas la physique des sources, mais là, il faut absolument avoir les deux techniques pour bénéficier des deux genres d'observation. Donc, je vous remercie.